de cancérologie a cette vertu également, c'est d'écrire une histoire humaine qui part des docteurs, hein, comme tu l'as dit, mais qui va bien plus au-delà. Et on sait que les docteurs ont toujours eu une vocation sociale, de rassemblement, d'éducation, de cohésion dans les différentes populations qu'ils prennent en charge. Et comme on disait ici, nous avons les leaders d'opinion médicale en cancérologie d'à peu près 130 millions d'habitants dans cette salle. Et je crois que ça a de la valeur. Et c'est une parfaite introduction pour ce sujet-là qui est l'accès à l'innovation en cancérologie en Afrique. Alors, nous avons 25 minutes, on va essayer de faire un petit peu moins. L'idée est de pouvoir essayer d'évoquer, de défricher ces sujets pour qu'après, chaque intervenant puisse y apporter sa contribution. Qu'entend-on par innovation aujourd'hui? On sait qu'il y a souvent une confusion entre l'innovation et le progrès. De quel type de progrès on parle? Et je crois que si on interrogeait chacun aurait son avis, et puis personne n'aurait tort. Donc c'est vrai que c'est pour planter un petit peu le décor de cette innovation. Alors on va tenter une définition, concrètement une innovation. C'est quelque chose qui produit ou reproduit en grand nombre et commercialisé ou déployé pour la première fois avec succès à améliorer, changer, modifier, transformer ou révolutionner un secteur d'activité, une pratique sociale ou la vie d'un grand nombre d'individus, ceci le plus souvent de façon inattendue ou inconsciente. La définition proposée de l'innovation. Elle comporte 3 piliers. La créativité, la valeur et la socialisation. Voilà pour la définition. Est-ce que ça nous dit grand-chose? On va voir comment on va travailler avec ça. Alors quand on parle des innovations en cancérologie, en fonction des membres que l'on va interroger, on va avoir une hiérarchisation de ce que chacun conçoit comme étant être une innovation. Certains vous parlez des robots, d'autres des chambres implantables. C'est pas aussi gros, mais c'est c'est un véritable progrès, tout du moins. Bien sûr, les moyens d'imagerie modernes, les TEP scanners, les gamma caméras, les thérapies ciblées, les nouvelles techniques d'analyse, le microscope électronique ici représenté, les accélérateurs de particules avec une radiothérapie guidée par l'image. Et puis certains s'orienteront vers, vous savez, cette réunion de concertation disciplinaire, cette collégialité qui modifie la prise de décision, où on est passé de un médecin, un patient, à une collégialité qui va approcher une problématique d'un patient. Et finalement, dans les innovations, on a plusieurs choses, les organismes de recherche, l'industrie du médicament qui joue un rôle, les dispositifs médicaux, les start-up de technologie médicale. Voilà, c'est pour planter un petit peu, pas essayer de donner une réponse, mais un décor sur ce qui nous amène tous, je dirais, à réfléchir ce sujet. Les sources d'innovation sont multiples. On voit l'adhésion aux objectifs, l'initiative individuelle, les expérimentations officieuses, la sérendipité, ça veut dire découverte de façon fortuite, une innovation, on ne s'y attendait pas. Les stimulations créatives, la communication interne. Donc on voit bien que dans notre domaine, la médecine, la cancérologie, nous avons de grands défis. Nous avons des défis déjà en place avec le décor qui a été planté. La médecine personnalisée, la santé connectée, les biomatériaux, les nanotechnologies. C'est volontaire que j'énumère, hein. Je crois que c'est pas très agréable, mais ça doit faire tilt pour beaucoup d'entre vous. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le séquençage génomique, le théranostic, vous savez, c'est le mélange entre le thérapeutique et le diagnostic avec ces nanovecteurs qui vont diagnostiquer, traiter en même temps. La médecine régénérative, avec toutes ces prothèses, ces bioprothèses, cette innovation, on remplace aujourd'hui des yeux, des pancréas, des membres. Voilà. Donc la médecine d'aujourd'hui a à implémenter l'innovation, tout comme elle a à implémenter le progrès. Quelles sont les clés? Quelles vont être les spécificités Afrique? Et comment on va travailler dessus? Alors certaines industries, comme Roche, ici représentées, à qui on a voulu rendre hommage, ont valorisé, favorisé certains programmes de réflexion sur l'accès à l'innovation en cancérologie, et on aura certaines questions pendant la matinée auxquelles nous allons tenter de répondre, comme les critères d'évaluation d'une innovation, comment améliorer l'accès à l'innovation, notamment sur les biothérapies et les médicaments, quel modèle économique de prise en charge de ces innovations, et c'est autant de questions qui vont nous animer ce matin.
Quand on parle d'innovation, on parle souvent de création de valeur. Une innovation thérapeutique, quelle est sa définition? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant innovant? Qu'est-ce qu'une innovation incrémentale? Qu'est-ce qu'une innovation de rupture? Quand on voit souvent que l'innovation incrémentale s'implémente dans un système existant, en l'upgradant, avec des modèles économiques peu différents, c'est une évolution. Et quand on sait que l'innovation de rupture, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle économique. C'est toujours une révolution. Alors, cette caractérisation binaire, c'est un peu grossier, nous permettra peut-être d'essayer de classifier modérément notre sujet. Comment valoriser l'innovation thérapeutique? Quels sont les grands enjeux des innovations thérapeutiques en cancérologie? Alors, on voit ici certains modèles d'innovation, que ce soit des produits ou des services, parce qu'il existe des innovations de produits, des innovations de procédés, mais il existe aussi des innovations de commercialisation ou de méthodes de commercialisation et des innovations dans les organisations, que ce soit les organisations de soins ou sociétales. Et quand on est passé du vinyle au CD, du CD au numérique, et on le fait quotidiennement en écoutant de la musique, on a été baigné par ces innovations qu'on a adoptées, qu'on a conçues avant de les adopter. Et puis de la même façon, on est passé des pages jaunes au Minitel, à Google, à Skype. Et je crois que c'est une belle manière d'illustrer ce que l'innovation et la façon dont l'innovation a été implémentée dans notre quotidien aujourd'hui. Alors, concernant la valeur éthique, on commence par un accès précoce. Quels moyens mis en œuvre aujourd'hui et demain pour l'accession à l'innovation? Quelle est la responsabilité du soignant si vous n'avez pas accès à certains progrès, techniques ou autres, ou organisationnels? Que communiquer aux patients? Quelle est la responsabilité du soignant? Quel est le rôle des patients dans la prise en charge? Quelle part doit-il prendre? Quelle est la responsabilité sociale ou sociétale? Et quel niveau de preuve de l'innovation doit-on exiger et est nécessaire pour une prise en charge par la collectivité à une heure où on se demande comment financer la santé et l'innovation en cancérologie? Alors je voudrais dire que certaines innovations apparaissent au début ne pas en être. Ici, nous avons un monsieur que j'aime bien, qui a beaucoup travaillé pour l'imprimante 3D. Donc on donne une formule chimique et on sort, en théorie, un médicament. Alors on avait eu des articles au début qui disaient, regardez, on a donné une formule et puis on a fabriqué un pistolet en plastique qui a pu tirer et qui a pu tuer. Certains diront, mais c'est surtout pas une innovation. Seulement si vous mettez ces imprimantes 3D entre les mains de certains qui vont utiliser des bases nucléiques pour fabriquer des gènes, et notamment cet Allemand aux États-Unis dans la Silicon Valley, on peut fabriquer des gènes, on peut fabriquer des médicaments à la demande et sur mesure. Je crois que l'industrie du médicament va avoir des innovations de rupture majeures ces prochaines années, c'est déjà le cas. Et ce qui va nous permettre plus tard d'accueillir un patient, et au lieu d'avoir une carte vitale avec des données administratives, d'avoir une carte de son génome séquencé et du génome tumoral séquencé, puisque ça se fera en moins d'une heure sur une paillasse à bas coût, à moins de 100 $, et puis de pouvoir fabriquer avec la formule chimique le médicament qui lui convient. Une personne, un médicament, après avoir fait un séquençage. Et c'est ça un des objectifs. Un traitement personnalisé, une approche personnalisée. Et toutes ces innovations nous permettent d'arriver à cela, déjà conceptuellement, et on verra que c'est le début. La valeur technologique. Comment définir l'innovation technologique? Donc l'étude des outils et des techniques. Qu'est-ce qui va être innovant? Comment on va le valoriser? Alors pour Google, on en a tous une intuition évidente. Alors le coupe œuf-coq, je ne sais pas comment on l'appelle, j'en discutais avec mon copain Jean-Jacques Zambrowski, c'est un clin d'œil. Est-ce que c'est une vraie innovation? Est-ce que la collectivité doit prendre en charge de la même façon tout ce qu'on peut considérer comme étant impérativement pour les œufs à la coque? Parce que sinon on en met partout, c'est connu. Alors, on n'est pas obligé d'avoir simplement des grosses machines, même si moi, radiothérapeute, je considère que c'est une innovation majeure, cet accélérateur de particules avec imagerie embarquée. Mais les chirurgiens vous parleront des fils crantés, la manière dont les sutures vont être faites. L'innovation, elle n'est pas obligée de revêtir l'apparence de quelque chose qui vaut des millions d'euros. Le fil cranté,
Alors, je ne suis pas chirurgien, mais ça a pu être considéré comme quelque chose de majeur. Les complications post-opératoires, la qualité de vie des gens, l'efficacité des interventions. Alors l'intelligence artificielle, je fais partie de ceux qui ont arrêté de jouer aux échecs quand Garry Kasparov a été battu par Deep Blue en 97. Alors je commence à m'y remettre depuis que j'ai un fils qui aime ça, mais si on regarde sur le plan psychanalytique, il y a une vraie démarche. Il y a une vraie démarche, et ça m'amène à vous parler du Deep Blue amélioré qui est Watson. Watson, c'est un robot doté d'une intelligence artificielle qui a été développé par IBM. Watson a joué au Jeopardy américain contre les deux plus grands seigneurs du Jeopardy américain et les a battus à plat de couture. Watson analyse 200 millions de pages de texte par seconde. Et on comprend comment Watson a été performant. Aujourd'hui, quelqu'un s'est demandé chez IBM qu'est-ce qu'on va faire avec Watson. Alors le marché des télécommunications américain, c'est 110 milliards de dollars. Mais il y a quelqu'un qui a dit non, Watson va apprendre la médecine. Donc on a appris la médecine à Watson. Si vous avez 250 millions de dollars, c'est un bon investissement. Et l'université de Pennsylvanie a mis Watson entre les mains d'universités américaines, notamment le Memorial Sloan Kettering, et il y a une douzaine de centres qui a signé. Et on a fait une étude randomisée entre 30 médecins de bon niveau, professeurs des universités américaines pour la plupart, contre le robot. Et Watson a amélioré les performances diagnostiques de 30% et a diminué les coûts de 30%. Est-ce que l'intelligence artificielle doit être une position à part entière exigée par le corps médical? Je vous laisse seul juge. Ça dépend de la manière dont on conçoit la médecine. La valeur économique du médicament, comment est-elle évaluée aujourd'hui? Quel nouveau modèle? Parlons des biosimilaires, parlons des génériques, parlons de tout un tas de projets. Innovation en cancérologie, quel financement, quelle tarification? Jean-Jacques Zambrowski développera, avec le vieillissement de la population aujourd'hui, est-ce que nos modèles devront être modifiés, puisqu'on sait vers où on va? Quelles données peuvent être partagées? Comment continuer à innover en temps de crise? La réalité nous rattrape. Alors l'innovation dans le processus décisionnel thérapeutique. Parce que je crois que c'est aussi un versant qu'il faut évoquer aujourd'hui entre nous. On parle du modèle Afrique, on parle d'économie, on a parlé hier des PIB de chaque pays, pour la plupart d'entre eux, Dieu merci, en croissance. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident d'aller parler de grandes machines qui valent des millions d'euros. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit arrêter notre réflexion, c'est maintenant qu'on doit, ensemble, créer une réflexion collective. La valeur absolue est-elle une valeur ajoutée? Alors parlons du raisonnement. D'un raisonnement probabiliste, passons à un raisonnement sélectif. C'est une innovation qui conduit à la personnalisation des soins. Quand vous avez 3 bonhommes verts qui ne vont pas rechuter, et un bonhomme vert et un bonhomme rouge qui va rechuter, comment arriver pour le sélectionner, ce bonhomme rouge? Parce que sur le plan statistique, aujourd'hui, tout le monde a un risque de rechute. Donc tout le monde va avoir un traitement. Alors souvent un surtraitement, mais parfois, comme on sait qu'on surtraite, on va faire un sous-traitement. Tout ça à cause de ce manque de sélectivité. L'enjeu actuel de la médecine est d'arriver à mieux sélectionner quel traitement pour quel patient. Quelle méthode diagnostique ou thérapeutique pour quel patient? C'est une innovation en termes de raisonnement. C'est la première à inculquer avant d'avoir des grosses machines. Ensuite, se penser dans son environnement. Alors, est-ce une innovation ou une révolution? Mais je crois qu'il faut que chaque médecin fasse son introspection. Quel profil de médecin êtes-vous? Est-ce que vous avez des idées préconçues? Je vous le demande. Acceptation du risque. Il y en a même de façon plus dangereuse qui ont le goût du risque. Est-ce que vous êtes un médecin empathique? Dogmatique? On en connaît tous. Ouvert? Téméraire? Est-ce que vous êtes à l'écoute des patients? Tout simplement. Et dans quelle équipe exercez-vous? On sait parfois que certains dans une équipe sont unis et d'autres se définissent par opposition. Ça peut avoir une influence sur les décisions thérapeutiques. Le médecin dans son environnement professionnel. Est-ce qu'il y en a un qui a toujours raison? Est-ce qu'il faut penser comme le patron? Parce que sinon ça nuit à notre plan de carrière. Ou ça ferait de nous quelqu'un de mal éduqué. Voilà, il y a un travail à faire, il y a un travail intellectuel à faire. Et ça doit faire partie de l'accès à l'innovation. C'est une façon de réfléchir.
Alors les tests génétiques, on en parlait. Les tests génétiques, qu'est-ce que moi ça m'a apporté en tant que clinicien? Ça a certainement modifié ma relation médecin-patient, avec une participation active du patient, un tiers évaluant les risques de façon un peu plus objective que l'intuition ou l'expérience clinique. Ça se rajoute au reste. Et ça permet de changer nos relations. Ça a modifié le processus décisionnel. Ça a ouvert la voie à la personnalisation de l'approche. Ça a changé notre manière de raisonner. Et je développerai ce point d'un raisonnement linéaire à un raisonnement exponentiel qu'on va expliciter. J'en ai pour 5 minutes avant de conclure. Donc on a parlé de génétique. Est-ce que la génétique est vérité? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des gènes, il faut que ces gènes s'expriment et ils sont régulés. Et il y a toute une science qui s'appelle l'épigénétique, avec des mécanismes d'action, pour nous les docteurs, histone désacétylase, des méthylations, des micro-ARN qui vont en amont des gènes permettre l'inhibition ou l'activation de ces mêmes gènes. On a des mécanismes d'action. On peut aujourd'hui induire de façon expérimentale un silence d'un gène destructeur avec des micro-ARN qui vont cibler en amont une séquence pour l'éteindre. Innover dans ces relations, j'aime beaucoup cette thématique. Et depuis quelques années, on travaille dessus. Il y a plusieurs modèles de relations médecin-patient. Vous avez le modèle paternaliste autocratique. Le docteur, c'est le savant, il l'assume. Le docteur prescrit, le patient se soumet. Pas d'information, c'est pas souhaitable. Je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine au bloc. J'ai pas besoin de vous en dire plus. C'est un modèle paternaliste. Le modèle informatif, le docteur donne une information, il suggère rien. Ah, moi je vous dis ça, je vous dis rien. Vous avez 22% de risque de métastaser, mais c'est votre problème. C'est un modèle très anglo-saxon. Ça peut apparaître froid, désintéressé, c'est parfois inadapté. On autonomise de façon irréaliste le patient pour qu'il prenne une décision. Et celui que j'aime un peu plus, moi, c'est le modèle interprétatif. La décision est partagée. On fait des recommandations en tenant compte du patient. Le docteur discute avec le patient pour ce qui pourrait être le mieux pour lui. Mais il accepte la critique. Il y a des suggestions alternatives. Il y a une relation dialectique qui s'instaure. Innover, c'est pas seulement acheter une machine qui coûte des millions d'euros. C'est changer sa façon de faire sa consultation. Et lundi matin, tout le monde peut le faire. Alors, ce raisonnement exponentiel, Pete Diamandis du MIT, qui avait fondé avec Ray Kurzweil, le patron de la recherche chez Google, et le chef de file du mouvement transhumanique américain, la Singularity University, et qui regroupe les berceaux des NBIC, les nanotechnologies, les biotech, les neurosciences. Et en fait, il y a toute une dynamique. Et avait défini ce qu'est un phénomène exponentiel qui répond à la règle du 6D, digital, numérique. Déceptive. Il commence petit, il est d'abord décevant. Disruptive. Fortement perturbateur. Dématérialisé, immatériel ou miniature. Démocratisé, il touche des millions de personnes. Démonétisé, bon marché ou gratuit. Quand vous faites 30 pas de façon linéaire, vous faites 30 mètres. Quand vous faites 30 pas de façon exponentielle, vous faites 26 fois le tour de la Terre. L'idée aujourd'hui, c'est en changeant de raisonnement, d'acquérir un raisonnement exponentiel, donc passer du linéaire à l'exponentiel. C'est une façon de concevoir son cerveau et sa place. Est-ce que vous avez un cerveau qui va s'adapter au monde moderne ou pas? Et pour revenir aux échecs, je vais rapporter le mythe de Brahman Sissa. C'est que je suis très obnubilé par les échecs. Et en fait, il y a un roi qui s'ennuyait et Brahman Sissa, il a fabriqué le jeu d'échecs. Et le roi voulait le remercier, il lui a dit « Mon cher, qu'est-ce que puis-je faire pour vous ?» Et Brahman Sissa a dit « Sur la première case, vous déposez 1 grain de riz, et sur la deuxième case, vous déposez 2 grains de riz, et sur la troisième case, vous déposez 4 grains de riz. » Le roi en avait marre de l'entendre, il lui a dit « C'est bon, c'est facile, qu'est-ce qui m'embête celui-là ?»« Ok. » Mais il a ruiné son royaume, parce que sur la 63e case, il devait y avoir 9 milliards de grains de riz. C'était 10 fois la production du pays. C'est l'illustration de ce qu'est capable de faire un raisonnement exponentiel. Vous partez tranquille, petite réunion entre amis de la fac, et après vous changez les choses. Et notre idée aujourd'hui, c'est de créer du raisonnement, de créer, avec la concertation, avec le rassemblement, une innovation en termes de manière. Alors, hier, mon ami Jean-Bernard, j'attendais pour te montrer les diapos. Quand nous étions à Brazzaville, moi je l'ai connu, ce beau cobalt, que l'on va changer. On va le changer.
Et Jean-Bernard et moi posons à côté de l'ancien cobalt. Et quand on voit la richesse qu'on avait à Brazzaville dans ce colloque Forbes Afrique sur la révolution numérique, on ne peut pas laisser à l'hôpital cette machine de radiothérapie quand on a des médecins de cette qualité, des patients de cette qualité, et concevoir la richesse en Afrique. Vous voyez à la tribune, vous avez le président polonais José Manuel Barroso, vous avez Mario Monti, le président italien, avec Christine Paul Krugman, et vous avez surtout le président Sassou Nguesso avec Shimon Peres, qui a fait une conférence sublime sur Israel Startup Nation et sur je dirais la continuité qu'il y avait entre le raisonnement israélien et le raisonnement africain. C'était juste sublimissime, la valeur de l'éducation, la valeur de la famille et la valeur qui était l'instigatrice de tous ces processus d'innovation, à condition qu'on se dotait des moyens de l'accepter, cette innovation. Et on avait son Excellence le Président Alassane Ouattara, qui a fait un discours sublime également. Voilà, donc un grand moment à Brazzaville. Pour terminer, 2 dernières diapositives. Quelle est la part de l'humain dans l'innovation? Je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ici à la fac, il faut miser sur l'humain. Il ne faut pas attendre que l'innovation descende de l'industrie, des gouvernements, des subventions. On implémentera notre système personnel d'innovation par la manière dont on construit notre cerveau. Et ça, c'est ma dernière diapositive. La théorie du 100e singe qui m'est chère. Alors, on va raconter une histoire. C'est une formidable expérience de chercheurs japonais dans les années 50 qui ont vu sur la plage une cohorte de singes à qui ils ont donné des patates douces. Et les singes ingurgitaient les patates douces, mais trouvaient ça très désagréable d'avoir le goût du sable. Jusqu'à qu'il y ait une femme singe intelligente qui prenne la patate douce et qui aille la laver dans la mer et qui la mangeait de façon plus agréable. Et alors elle a commencé à en parler aux autres, et elle a convaincu d'abord des femmes, et ils ont éduqué des enfants sous le regard dédaigneux des vieux mâles singes. Et puis finalement, quand 100 singes de l'équipe ont commencé à laver leurs aliments, il y a eu comme une énergie, une percée idéologique qui a bénéficié à toute la collectivité, et tout le monde a suivi. De façon surprenante, à 90 km de là, sur une des côtes, un groupe de singes très différents ont commencé à laver leurs aliments avant de manger. Ce qui est intéressant finalement, c'est l'approche philosophique que les commentateurs peuvent avoir de ce mythe. C'est-à-dire toute innovation, avant de s'implémenter, doit être pensée. On doit imaginer son futur avant de permettre l'implémentation de l'innovation. Ce qui veut dire que si une innovation n'est pas acceptée par la représentativité intellectuelle de la collectivité, elle ne pourra pas émerger. Si vous concevez l'innovation comme étant des produits d'extrait naturel, de la sobriété énergétique, vous n'innoverez pas en termes de jeux vidéo. À l'inverse, si vous concevez un monde très robotisé, vous n'arriverez pas à innover sur le plan naturel ou des organisations, des systèmes agricoles. Chaque système doit faire émerger l'image, la vision qu'il a de son futur, pour fabriquer les énergies créatrices qui vont lui permettre de s'enrichir. La cancérologie africaine doit être pensée et imaginée par les cancérologues africains. Aujourd'hui, chaque innovation, elle va démarrer de quelqu'un, en l'occurrence la femme singe. Et la femme singe, elle ne l'a pas fait pour le bien commun. En général, c'est pour la reconnaissance ou pour l'enrichissement personnel. Mais on en a besoin. Et toute la dialectique, c'est de préserver cet individualisme pour arriver à ce que le bien collectif soit développé, mais qu'on puisse permettre aux individus ayant envie de s'enrichir, ayant envie de reconnaissance d'exister. Donc il faut créer ce type de système pour permettre d'implémenter l'innovation. Et aujourd'hui, la mécanique de l'innovation, ce n'est pas une mécanique organisationnelle, ce n'est pas qu'une mécanique technologique, ce n'est pas rationnel. L'innovation est relationnelle. Ce qui nous vient à conclure que finalement le réseau médical intelligent que l'on doit créer aujourd'hui est le berceau de la manière dont on doit concevoir l'innovation et l'implémenter. Donc bien sûr, on peut avoir des éléments d'analyse différents. C'est les femmes qui initient l'innovation. Finalement, imaginer son futur
au lieu d'attendre que ça tombe pour permettre à l'innovation d'arriver. Et finalement, le relationnel, ça reste très important. Les gens dans leur coin ne permettront aucun changement du monde dans lequel on vit. Il faut s'ouvrir aux autres. Il y a des conduites gagnantes, il y a des conduites qui ne sont pas gagnantes. Je terminerai sur cette citation. Innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée, mais arrêter d'avoir une vieille idée. Je vous remercie de votre attention. De la manière dont on doit concevoir l'innovation et l'implémenter. Donc bien sûr, on peut avoir des éléments d'analyse différents. C'est les femmes qui initient l'innovation. Finalement, imaginer son futur au lieu d'attendre que ça tombe pour permettre à l'innovation d'arriver. Et finalement, le relationnel, ça reste très important. Les gens dans leur coin ne permettront aucun changement du monde dans lequel on vit. Il faut s'ouvrir aux autres. Il y a des conduites gagnantes, il y a des conduites qui ne sont pas gagnantes. Je terminerai sur cette citation. Innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée, mais arrêter d'avoir une vieille idée. Je vous remercie de votre attention.